Nous passons à un autre chapitre qui est le diagnostic. Le diagnostic des infections respiratoires, le diagnostic positif et différentiel. Il consiste à répondre à ces trois questions. Est-ce que les symptômes sont en rapport avec une pathologie infectieuse ou non infectieuse? Ça c'est le chapitre diagnostic différentiel. S'agit-il d'une pneumonie ou d'une autre infection respiratoire, c'est-à-dire différencier entre pneumonie et bronchite aiguë? Troisièmement, c'est la radiographie thoracique, quand et pourquoi. Et vous allez savoir que la radio thoracique est nécessaire pour le diagnostic de confirmation d'une pneumonie. Le diagnostic différentiel se pose particulièrement avec la tuberculose, mais dans ce cas, les symptômes s'installent de façon plus progressive en 2, 3, voire 4 semaines. Sur le plan radiologique, on a des opacités hétérogènes du sommet, particulièrement, ou avec parfois des excavations, et on va voir ça dans le chapitre de la tuberculose. L'examen des frottis est nécessaire dans ce cas pour confirmer le diagnostic de tuberculose. Pour l'embolie pulmonaire, le tableau est plus atypique, mais il faut penser à l'embolie pulmonaire lorsqu'on a des circonstances favorisantes, notamment un alitement prolongé, des antécédents de thrombose veineuse profonde ou d'embolie pulmonaire ou de néoplasie. Et il y a ce qu'on appelle le poumon cardiaque. Poumon cardiaque, ça veut dire les décompensations d'une cardiopathie sous-jacente, telles que OAP et autres. Et dans ce cas, le diagnostic parfois est très difficile. Dans ce cas, il faut rechercher des antécédents d'infarctus, un choc de pointe déplacé, une orthopnée. Et il y a le diagnostic de ce qu'on appelle des infections respiratoires sur poumon pathologique, sur poumon pathologique sous-jacent. Et dans ce cas, c'est un asthme, BPCO ou dilatation de branche. Dans ce cas, il faut rechercher la notion de tabagisme, d'allergie, de dyspnée avec sibilant, de toux chronique ou autre. Lorsqu'on a des symptômes qui sont chroniques sur plusieurs mois ou plusieurs années, on doit penser à une surinfection d'un poumon pathologique. Deuxième question, s'agit-il d'une pneumonie ou d'une infection respiratoire autre, ça veut dire d'une pneumonie ou d'une bronchite? Le tableau classique de la pneumonie, comme vous voyez sur cette colonne, donc c'est d'abord la fièvre supérieure à 37,8 depuis plus de 4 jours, la présence de dyspnée et de polypnée, la présence de signes physiques en foyer ou de signes auscultatoires en foyer, notamment à l'examen physique, on a une submatité, par exemple, au niveau d'une zone, par exemple, basithoracique droite ou gauche. On peut aussi trouver, par exemple, des râles crépitants localisés. C'est-à-dire que même si on n'a pas tout le tableau du syndrome de condensation, la présence d'un de ces composants de ce syndrome est suffisante pour suspecter une pneumonie. Donc, la présence particulièrement de ces trois signes est très évocatrice de pneumonie. Pour la bronchite aiguë, la fièvre est en général inconstante, peu élevée. Naya, c'est beaucoup plus la toux qui est au premier plan, toux sèche avec une brûlure rétrosternale, contrairement à la pneumonie où on a une douleur en point de côté. Au cours de la bronchite aiguë, il y a parfois des signes d'infection des voies aériennes supérieures avec une auscultation normale ou des râles bronchiques. Vous allez me dire, mais comment on va faire pour faire la différence réellement? Dans la réalité, on doit chercher surtout les signes qui évoquent la pneumonie. Donc, si on a une fièvre, si on a un ou deux signes en faveur de la pneumonie, on va dire que ça, c'est plutôt une pneumonie. C'est-à-dire que si on a une fièvre de plus de 4 jours, si on a une dyspnée ou s'il y a un signe auscultatoire en foyer, on va dire ça, c'est plutôt une pneumonie. Il vaut mieux se tromper sur la bronchite que se tromper sur la pneumonie. Troisième question, si on pense que c'est une pneumonie, il faudra la confirmer par la radiographie thoracique.
quand et pourquoi. Donc, la radiographie thoracique, on ne doit pas la demander chez tout patient qui se présente avec un tableau d'infection respiratoire aiguë basse communautaire. On doit la demander parce que, comme on l'a déjà vu, c'est les bronchites qui sont dominantes. Or, les bronchites, par définition, ne posent pas de problème pronostic et la radiographie thoracique, par définition, elle est normale. Donc, on doit demander la radiographie thoracique qu'en cas de suspicion clinique de pneumonie. Et la radiographie thoracique est là pour confirmer le diagnostic. Mais puisque certains patients ont des tableaux cliniques atypiques, dans ce cas, on peut demander la radio comme un patient qui a une infection, des signes d'infection respiratoire basse, mais avec comorbidité, par exemple, s'il est cardiaque, s'il est diabétique, avec un tableau, ou bien si c'est un sujet âgé, on n'a pas besoin de n'importe quel signe d'infection respiratoire, on demande la radiographie thoracique. Ou bien s'il y a des signes de gravité. Deuxièmement, la radiographie thoracique peut être demandée ultérieurement, c'est-à-dire plusieurs jours après le début du traitement. Mais dans ce cas, il y a un problème. Et ça, on l'a déjà expliqué. C'est que l'amélioration des signes radiologiques peut prendre plusieurs jours, voire 3 à 4 semaines, voire plus. Et dans ce cas, ce n'est pas la peine de demander de façon systématique. Il n'y a aucune indication à demander de façon systématique une radio de contrôle après une semaine ou 10 jours de traitement. Ça ne sert à rien. Mais on a des indications spéciales. C'est-à-dire lorsque, après, par exemple, 4 jours, 5 jours, une semaine, on pense que le patient s'aggrave et il y a des complications. Et dans ce cas, on peut demander une radio. Ou bien lorsqu'on pense qu'il y a un échec au traitement initial. Ou bien lorsqu'on pense qu'on a fait un diagnostic initial erroné. C'est-à-dire qu'on a démarré le traitement, il n'y a pas tellement d'amélioration, mais au bout de 4-5 jours, apparition d'une hémoptysie. Or, l'hémoptysie, c'est un signe qui n'est pas habituel au cours des pneumonies, on l'a vu. Dans ce cas, on s'est dit, est-ce que finalement c'est une pneumonie ou pas? Est-ce que ce n'est pas une embolie pulmonaire? Est-ce que ce n'est pas une tuberculose ou autre? Les aspects radiologiques des infections respiratoires sont très divers. On va voir, il peut s'agir d'une radiographie thoracique normale. Et radiographie thoracique normale, en général, ça témoigne d'une bronchite aiguë et non pas d'une pneumonie, sauf que dans certaines situations, on peut avoir des pneumonies tout à fait débutantes qui ne sont pas visibles à la radio. Mais en général, lorsqu'on a une radio thoracique normale, en général, il s'agit d'une bronchite aiguë et il ne s'agit pas d'une pneumonie. Mais aussi, on peut avoir un syndrome de condensation alvéolaire. Et dans ce cas, il signe la pneumonie. Le syndrome de condensation alvéolaire, comme vous voyez sur ce cliché, par exemple, le cliché de cette patiente, nous avons un foyer alvéolaire, c'est-à-dire une plage de condensation grossièrement homogène, avec des limites floues. Et parfois, on voit ce qu'on appelle un bronchogramme aérien et qui est systématisé. On va voir ça sur d'autres clichés. Par exemple, là, on a une opacité de type alvéolaire, c'est-à-dire une plage de condensation alvéolaire en parahilaire droite qui efface le bord droit du cœur, qui a ses limites sont floues. On voit difficilement, de façon discrète, un bronchogramme aérien, mais elle est systématisée. En voyant le profil, vous voyez qu'elle touche, voilà, c'est ce triangle. Elle est systématisée, elle repose sur la grande scissure, elle est limitée en haut par la petite scissure. Donc, c'est une opacité de type alvéolaire du lobe moyen. Donc, c'est une pneumonie du lobe moyen. Rappel, toute opacité alvéolaire qui efface le bord droit du cœur, c'est une opacité du lobe moyen. Mais c'est une pneumonie qui est débutante. Voilà, donc c'est une opacité de type... c'est une plage de condensation alvéolaire
qui est grossièrement homogène avec un petit bronchogramme. Les limites sont floues, les limites supérieures en flou, elles reposent sur la petite suture. Et ça, c'est ce qu'on appelle une opacité systématisée. Voilà, elle repose sur la petite suture. Donc c'est une pneumonie du lobe supérieur droit. La même chose, donc c'est une pneumonie du lobe supérieur droit. Mais sur le scanner, vous voyez le bronchogramme aérien sur le scanner. Voilà. On peut aussi avoir des foyers de bronchopneumonie. C'est-à-dire que ça ressemble à la pneumonie, mais avec d'autres caractéristiques. Dans ce cas, on a des foyers alvéolaires avec des limites floues, homogènes, bronchogrammes et tout, mais qui ne sont pas systématisés. C'est-à-dire qu'ils touchent plusieurs lobes et plusieurs. Donc, en général, la bronchopneumonie, c'est un tableau qui est souvent très grave. On peut aussi avoir des excavations uniques ou multiples. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle des pneumonies nécrosantes. Et en général, c'est le staphylocoque, c'est les bacilles-grammes négatifs. Et ils donnent en général des tableaux d'infection très sévères. Bien sûr, ils peuvent prêter à confusion avec le cancer ou avec la tuberculose. On peut aussi avoir un tableau radiologique d'un épanchement pleural. Comme ça, donc c'est un épanchement pleural de grande abondance. Vous voyez une opacité de tonalité hydrique homogène, effaçant le bord gauche du cœur, la coupole diaphragmatique et le cul-de-sac costo-diaphragmatique. Et elle se continue en haut par une ligne bordante, voilà, concave en haut et en dedans. Mais nous avons aussi un foyer alvéolaire. Là, il s'agit d'une infection qui s'est compliquée d'une pleurésie purulente. On peut aussi avoir des opacités avec niveau hydroaérique. Et qui dit niveau hydroaérique dans un cadre d'infection, on pense à un abcès pulmonaire. C'est-à-dire que ça, c'est un tableau de pneumonie qui s'est compliqué d'un abcès pulmonaire. Là, vous voyez la plage alvéolaire avec les limites floues, et on voit en ayant le niveau hydroaérique, qui est un tableau radiologique en faveur de l'abcès. Là, la même chose. Donc, après ce chapitre sur les aspects, sur le diagnostic positif et différentiel des infections respiratoires aiguës basses communautaires, avec surtout tout ce qui est aspect radiologique. Donc, on passe à l'évaluation de la gravité et sur le fait de dire sur quelle base on va évaluer la gravité, le risque de mortalité et l'indication d'un traitement ambulatoire ou hospitalier. Donc, l'évaluation de la gravité passe par plusieurs étapes. D'abord, on cherche les signes de gravité qui conduisent à l'hospitalisation d'emblée et que sont la présence de troubles de conscience, une atteinte des fonctions vitales, une PAS inférieure à 90 mm de mercure, un pouls supérieur à 125 battements par minute, une tachypnée supérieure à 30 cycles par minute, une température très basse ou très élevée, une maladie néoplasique associée, une pneumopathie compliquée de pneumonie, compliquée de pleurésie purulente ou autre, compliquée d'abcès plutôt, ou de pleurésie purulente, une atteinte de plusieurs lobes. Il y a des situations où il n'y a pas de signe de gravité particulier, mais il y a des situations particulières, disons, qui doivent conduire à l'hospitalisation, même s'il n'y a pas de signe de gravité particulière. C'est le cas des personnes qui sont en conditions socio-économiques défavorables, qui sont en état d'exclusion sociale, les SDF et autres, en cas de vomissement, par exemple, qui nécessite, par exemple, la prescription d'antibiotiques par voie injectable. Il y a d'autres facteurs de risque qu'on doit chercher, ce qu'on appelle des facteurs de risque de mortalité. Et dans ce cas, ils dépendent du terrain, ils ne dépendent pas de l'infection. C'est-à-dire que ce sont des patients qui n'ont probablement pas de signe de gravité, mais
vu l'âge, vu les maladies sous-jacentes, peuvent se compliquer à tout moment. Et ce sont ce type de patients qui ont les facteurs de risque de mortalité les plus élevés. Et on cite par exemple l'âge qui est très avancé, en cas d'insuffisance cardiaque congestive, en cas de diabète déséquilibré, en cas d'insuffisance respiratoire chronique, immunodépression ou autre. En cas de facteurs de risque, s'il y a présence de facteurs de risque, l'hospitalisation dépend de l'âge surtout et du nombre de facteurs de risque de mortalité. Pour les sujets âgés de moins de 65 ans, il faut 2 facteurs de risque en général pour indiquer l'hospitalisation. Et pour les sujets âgés de plus de 65 ans, la présence d'un seul facteur de risque d'hospitalisation impose l'hospitalisation. Et il y a des signes de gravité majeure qui nécessitent l'hospitalisation en unité de soins intensifs d'emblée. Et ce genre de situation sont l'insuffisance respiratoire sévère, l'instabilité hémodynamique sévère, en cas de troubles métaboliques ou hématologiques sévères.